Imaginez un instant. Il fait beau, vous êtes allongé dans l'herbe en train d'observer l'incommensurable vide cosmique quand, soudain, comme toute jeune femme qui se respecte, vous vous interrogez. Et si le libre arbitre n'était en fait qu'une illusion? Alors, outre le fait que vous êtes une personne étrange, c'est une question qui généralement n'intéresse pas beaucoup de monde. Pourtant, le sujet oppose les philosophes depuis des millénaires, et ses implications peuvent, tout bonnement, changer votre vie. Rien que ça. Alors, laissez-moi vous présenter les combattants. À ma droite, nous avons les croyants, qui défendent l'idée que nous sommes libres de choisir nos actes sans être contraints par des facteurs extérieurs. Dès lors, nous délibérons à chaque instant entre plusieurs potentiels futurs, et sommes responsables de nos bonnes ou mauvaises décisions. À ma gauche se trouvent leurs opposants. Pour eux, l'image est à l'envers, et il n'y a pas plusieurs choix disponibles, mais une myriade d'influences qui déterminent nos actes et pensées. L'enfance, l'éducation et la culture au sens large définissent nos valeurs et donc nos choix. Il y a fort à parier que comme la majorité des gens, vous croyez en un mix des deux. C'est-à-dire un peu libre et un peu contraint quand même. Mais pour être transparent, cette vidéo a pour but de vous convaincre que le libre arbitre n'est pas compatible avec un grand nombre de découvertes scientifiques modernes. Et pour commencer, il faut qu'on parle du cerveau. Notre ami spongieux est composé d'une multitude de zones qui déterminent toutes quelque chose de précis. On pourrait parler du cortex préfrontal, qui s'occupe entre autres de la prise de décision, du cortex singulaire antérieur en charge de l'empathie, ou encore de l'amygdale et son rôle dans la régulation des émotions. Il est assez courant de ne pas vraiment comprendre le cerveau de cette façon, mais de penser que certaines de nos fonctions sont un peu magiques. Mais scientifiquement, chaque capacité intellectuelle est régie par une région cérébrale bien concrète. Et ça on le sait parce que quand certaines de ces zones sont endommagées, les capacités qui y sont associées sont elles aussi affectées. Des dommages dans le gyrus angulaire impliqué dans le traitement du langage provoquent la dyslexie, des difficultés à lire et à associer des sons aux lettres. Des problèmes avec l'amygdale, impliqués dans la gestion des émotions, peuvent provoquer une diminution de la peur, comme on observe dans les cas d'Urbach-Witt, où les individus perdent la capacité à ressentir ou à reconnaître la peur. Des problèmes avec le cortex singulaire antérieur provoquent la diminution de l'empathie et causent des comportements psychopathiques. Si nous possédons tous des personnalités différentes, c'est dû à la différence d'intensité de l'activité de chacune de ces zones. Ce mix très sensible nous fait voir le monde d'une manière unique et oriente notre vie dans une direction très précise. Et bien sûr, ces différences d'intensité ne sont pas sous notre contrôle, elles sont déterminées par des facteurs comme l'environnement prénatal, le style d'éducation de nos parents, nos expériences de jeunesse ou l'impact de notre culture en général. En d'autres termes, vous n'êtes pas responsable de qui vous êtes. Et ceux qui vous ont influencé ne sont pas non plus responsables de qui ils sont. Vous et moi sommes le résultat de milliards d'années d'événements, la convergence d'innombrables facteurs pour la plupart que nous ne comprendrons jamais totalement et qui ne pouvaient arriver qu'à une seule conclusion. Mais l'ennui, c'est que nous voulons à tout prix rationaliser ce qui nous arrive, comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et comme on ne peut pas expliquer quelque chose avec ce qu'on ne connaît pas, par défaut, on l'explique avec quelque chose qu'on pense connaître et comprendre. Et cette chose, c'est soi-même. Alors, à la question de qui contrôle, qui est responsable, en l'absence d'une meilleure réponse, on en déduit que ça doit être nous. Imaginez que vous êtes un juge. Chaque jour, on vous présente des prisonniers et vous devez décider de les acquitter ou non de leur peine. Êtes-vous en contrôle de vos décisions ? Le bon sens dirait que généralement oui. Tant que la situation n'est pas extrême, comme par exemple l'accusé est votre fils, un juge exerce un niveau de contrôle égal sur chaque cas. En 2011, une étude a bouleversé cette conception. La découverte est qu'après avoir mangé, les juges avaient 65% de chances de libérer un prisonnier. Mais quelques heures plus tard, fatigués et affamés, ce taux tombait à 0%. Par automatisme, des juges qui ont étudié et pratiqué l'exercice de la loi pendant la majeure partie de leur vie ne se rendaient pas compte de l'impact monumental de la faim sur leur processus de décision. Mais même sans en venir à des recherches scientifiques, le libre arbitre en tant que concept est totalement illogique. Quelles que soient les décisions que vous prenez dans votre vie, elles seront en accord avec vos désirs. Votre carrière, les gens que vous fréquentez, les partenaires que vous choisissez et la manière dont vous réagissez aux événements, tout découle de vos préférences, de ce que vous aimez. Mais il faudrait être de mauvaise foi pour prétendre que quelqu'un choisit ce qu'il aime. Une décision n'est qu'une réflexion a posteriori. La logique évidente que d'autres choses peuvent être désirées, si seulement vous les désiriez. On ne choisit pas ce qu'on désire. Si on le pouvait, le monde serait très différent. Personne n'aurait jamais le cœur brisé, on choisirait simplement de ne plus désirer quelqu'un. Tout le monde aimerait faire de l'exercice et personne ne procrastinerait jamais.
Beaucoup de nos croyances reposent sur l'idée que le libre arbitre existe. Par exemple, la fierté et la culpabilité supposent toutes deux qu'on est au moins partiellement responsable de ce qu'on fait. Sans libre arbitre, la fierté serait remplacée par l'humilité. Les gens reconnaîtraient qu'ils ont simplement la chance d'être qui ils sont et de profiter de leur bonne fortune. Et on ressentirait de la compassion plutôt que de la honte en reconnaissant le rôle écrasant des circonstances dans les erreurs qu'on commet. Tout ça contraste fortement avec ce qu'on fait aujourd'hui. Soit on félicite les gens pour leur bonne fortune, soit on les critique pour leur malchance. Le libre arbitre est donc un sujet philosophique très important. Ce qu'on croit façonne la manière dont on pense aux autres et à soi. C'est un basculement idéologique conséquent, puisque ça fait toute la différence entre considérer les gens comme malchanceux plutôt que stupides ou mauvais. Le libre arbitre est une idée qui a été omniprésente dans nos vies pendant des milliers d'années. Il est au cœur de l'idéologie judéo-chrétienne. Chaque homme choisit entre une vie de péché ou de vertu. Sans libre arbitre, il n'y aurait aucune raison de le récompenser ou de le punir après la mort. Un tel héritage idéologique est profondément ancré dans la pensée collective. Alors, naturellement, quand ces fondements sont ébranlés, il faut du temps pour nous adapter individuellement. Collectivement, il nous faudra probablement même plusieurs générations.